dans un pays fort, fort lointain, un tout jeune prince. Un jour, une folle rumeur s'empara de la ville. On la répéta au jeune prince. L'étoffe des héros serait un tissu de mensonges. L'enfant roi devint fou de rage. Comme à son habitude, pour calmer sa fureur, il ordonna quelques exécutions sommaires. Pendez-les, décapitez-les, écartelez-les, éviscérez-les, chatouillez-les, caressez-les. Oui, il ne maîtrisait pas encore tout à fait le sens des mots. Puis, il chevaucha sa poussette cheval pour questionner l'enchanteur de la forêt. L'enchanteur fit la lumière sur tous les événements incontournables de l'histoire du monde. La vérité sur la création de l'univers. Cette histoire de Bing qui fait bang. Alors là, attention. Je vais rentrer dans les détails techniques de physique quantique, donc accrochez. Prenons deux gros cailloux en orbite. Ils s'observent pendant des années-lumière. Tous les 15 000 ans, ils se frôlent, mais sans jamais vraiment se toucher. Jusqu'au jour où, paf, leurs trajectoires se croisent. Alors là, c'est et vas-y que je te frotte le minerai Bing, chatouille-moi l'étoile Bang, pas touche à mon trou noir, E égale MC2, l'univers a été créé. La vérité sur les frais de scolarité de l'UM Lyon. Comment une année à presque 10 SMIC permet d'avoir des plateformes électroniques qui ne bug jamais. Mais aussi, la vérité si je mens. La vérité sur Dieu. Non, rassurez-vous, je ne développerai pas ce point-là pour éviter la censure des plus puritains d'entre vous. Oui, certains sont les enfants de la bien-pensance. N'est-ce pas, Géraud? C'est ce qu'ont démontré les quarts de finale. Ils ont vu en moi l'incarnation de la xénophobie, digne relève de Mussolini et de tous ses potes à moustache de l'époque. Mais ce que je ne peux tolérer, et je pèse mes mots, c'est que certains d'entre vous, membres des plus extrêmes extrémités, groupuscules, extrêmement extrémisme, sont allés jusqu'à m'assimiler au plus vilain des vilains, au plus atroce des atroces, Monsieur Mbala Mbala, Dieu donné de son nom de scène. Et enfin, la vérité sur les héros. Alors, pour plus de commodité et par amour pour les raisonnements binaires, l'enchanteur a développé au jeune prince sa pensée selon deux axes. Premier point, utopie des gentils héros. Public. Les héros ne sont pas ceux que tu crois. Ulysse est-il réellement la figure mythique et légendaire de la guerre de Troie? 20 ans loin de Pénélope. Cette Pénélope qui a mis 20 piges pour lui tricoter une petite laine. Pauvre folle, elle ne se doutait pas qu'il avait déjà bien assez chaud, cet Ulysse, cet homo sapiens sapiens sur son petit navire, hein, avec ses jeunes et vigoureux camarades, bien huilés pour des petites parties de lutte. Harry Potter est-il vraiment le valeureux Gryffondor? On parle quand même d'un mec qui a en tout et pour tout 3 potes, dont une chouette et un roux. Et surtout, d'un mec qui exhibe fièrement sa petite baguette magique, qui se moque des moldus et aime bien parler le fourche-langue avec les queues de verre. Je rappelle qu'Émile Louis a pris 20 ans ferme pour moins que ça. Enfin, les super-héros. Batman, Superman, Spider-Man, tous leurs copains chauves-souris, araignées, blattes, cafards, on ne sait plus. Leur étoffe à eux? Non, ce n'est pas un tissu. C'est une combinaison en latex brillante, bien moulante. Noir pour les coquins les plus élégants, bleu-rouge pour les plus audacieux ou patriotes. Elle dispose le plus souvent d'une cape, qui voltige selon la brise et la direction du vent, et laisse ainsi entrevoir quelques perspectives intéressantes pour les regards baladeurs. Ainsi, cher auditoire, les héros sont tous aussi décevants les uns que les autres. Mais tu vas voir, j'ai de quoi te consoler. Endoscopie des méchants. Comme j'aimerais que l'on apprécie mon titre pour autre chose que ça rime avec utopie,
Je vais simplement préciser qu'endoscopie, c'est le terme générique d'observation des conduits ou cavités non accessibles à l'œil nu. Enfin, en théorie. Cher public, chers patients, afin de comprendre en quoi les méchants ne sont pas si méchants, nous allons procéder à une batterie de tests. Premier examen, bronchoscopie ou examen des bronches. Qu'y a-t-il dans l'appareil respiratoire des méchants? Comme ils inspirent la haine, on voudrait qu'ils expirent leurs péchés. Pourtant, trop souvent, ils sont stigmatisés, rejetés de la société. On fait d'eux des marginaux, des zonards, des hors-la-loi. Ils vivent dans des endroits insalubres. De vieux châteaux sombres tout pourris, des cabanes ultra glauques dans les bois, voire de vieux cercueils pour certains. Mais vous croyez que ça les amuse de vivre dans de tels taudis? Poussière, acariens, amiante, asthme. Vous pensez vraiment que Darth Vader parle comme ça pour amuser la galerie? C'est de l'asthme, jeune Padawan. Gastroscopie ou examen de l'estomac. Qu'ont les méchants dans le ventre? Eh bien, de la peur, parce qu'ils sont humains, pas comme tous ces héros bodybuildés, dopés à l'EPO, qui sautent de gratte-ciel en gratte-ciel, comme d'autres jouent à la marelle. Non, nos méchants ont la peur au ventre. Peur de se faire mal avant de pouvoir faire mal. Peur d'être tué avant de tuer. Peur de ne pas pouvoir apprécier le moment où le gentil se fait défoncer. Parce que fatigue, stress, douleur musculaire, état grippal, éternuement. Et puis, et surtout, peur des happy endings. Dans trop d'histoires, tout est joué d'avance. La fatalité pèse sur le moral de nos méchants, qui sentent que ça va encore être ces connes de Blanche-Neige, Cendrillon, qui vont finir avec leur prince charmant, leur fin de cette moche chacune, et vivre heureux pour l'éternité. Autant de fins tristes, sans surprise, intellectuellement peu stimulantes, et surtout très injustes pour nos méchants, qui préparent leur coup pendant des mois, alors que les héros arrivent, bam, et hop, ça y est, tout est réglé. Troisième examen, cervoscopie ou examen du cortex subconscient. Vous n'oserez pas dire que l'on ne devient pas méchant, mais que l'on est NAIT méchant. Non, ce serait aussi absurde que de vouloir repérer des délinquants à la crèche ou à la maternelle. Analysons le subconscient émotionnel d'un méchant. Penchons-nous sur son passé. Moi, mon papa, il était très vilain quand j'étais petit. Quand il rentrait, il avait toujours le nez rouge. Et maman me disait que c'était pas à cause du froid. Et puis mon papa, quand il rentrait à la maison, il donnait 3 patates à maman. Juste pour rappeler que c'est qui le patron, comme il l'expliquait après. Et puis il y avait du sang, et c'était bizarre. Et puis les enfants à l'école, ils étaient méchants avec moi, parce que je ressemblais à un petit cochon. Ils voulaient me manger, qu'ils disaient. Voilà l'enfance d'Animal l'expert. Enfin, notre cervoscopie a également révélé un stress psychique avancé chez la plupart de nos méchants. Vous croyez que c'est donné à tout le monde d'être un méchant? Mais c'est pas facile de faire peur, de devoir tout le temps faire une tête comme ça. Et puis, c'est pas facile d'être moche, de ressembler à rien, d'avoir un pif énorme, des pustules partout. Et surtout, ça coûte cher d'être un méchant. Vous croyez que la méchante, dans La Belle au bois dormant, elle est smicarde pour pouvoir élever un dragon dans sa cave? 400 tonnes de chair fraîche tous les jours. Et puis comme il y a rarement un carrefour quand on habite au fin fond des bois, les 400 tonnes, c'est le sarrasin du coin qu'il faut aller les chercher. Après, elle se fait éclater. Cher auditoire, tous nos méchants voudraient juste être de gentils héros. Mais c'est la vie qui en a décidé autrement. Allez, aujourd'hui, je compte sur toi pour leur rendre justice. Merci. Dimanche 30 mars, il était 16h, 2 minutes, 30 secondes et 24 centièmes, oui je suis précis, lorsque Verbatim leva le voile sur son tant attendu sujet de demi-finale. Je me empressais d'examiner la problématique sous toutes ses coutures et essayer de déterminer quel serait le fil rouge de mon discours. En vain, j'avais tricoté quelques maladroits arguments, mais tout ceci n'était finalement qu'un tissu d'ânerie.
Heureusement, je me disais que probablement la respiration reviendrait. 3h28 12 secondes et 90 centièmes, l'inspiration n'était pas revenue. Cette saleté de gare, ça avait dû me tromper avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui, en tout cas pas la chanson française qui vaudrait de Francis Lalanne, ni avec François Hollande, il devait se coucher avec Madame Gaillet, vu comme il s'est fait coucher au municipal. Bref, je me sens tout à coup très mal, comme abandonné dans le cocon de la solitude. Quel était le destin que ces fichus noirs m'avaient tissé? Je ne le savais pas. Allais-je prendre une veste par mon public chéri? Ou allais-je me faire tailler un short taille 34 par le jury? Ou bien, allais-je être battu à plat de couture par le colonel maréchal Batista? Il est vrai que ce duel ne serait pas coton. Mon adversaire est réputé pour tout dévaster sur son passage. Il est aussi connu pour ne pas faire dans la dentelle, quoique je n'ai pas vu ses sous-vêtements. Bref, si j'étais défait, j'avais les nerfs en pelote, mais je persistais à croire que j'avais la fibre, en tout cas pas la fibre optique vu ma rapidité d'écriture, et que je parviendrais tant bien que mal à tirer mon épingle du jeu. Il fallait que je montre qui portait la culotte in the place, même si je suis plutôt boxeur. Il n'empêche que dans le moment présent, j'étais bloqué, pris au dépourvu et dos au mur. Et là, tout à coup, je me suis rappelé ces bandes dessinées que je lisais quand j'étais gosse, pas celles cachées sous le lit de papa, mais celles que je lisais. Celles où l'on nous présente des héros bodybuildés, surpuissants comme Tintin et Milou, et où ils s'en sortent toujours. Par un souci de nationalisme, je ne prendrai pas Tintin puisqu'il est belge, donc je prendrai Spider-Man comme exemple. Oui. J'ai toujours trouvé admirable la manière dont ce héros se sort de toutes les situations. Je suis persuadé qu'il survivrait à un bus 3 après un HH, ou encore à un open burger lancé nonchalamment en soirée. Ce qui m'a toujours étonné en ce héros, c'est qu'il est capable d'évoluer, de changer. Et c'est un premier point que j'ai soulevé pour essayer de m'en sortir avec cette plaidoirie. Je me suis dit, Théo, il faut que tu évolues. Alors je me suis dit, peut-être, rappelons-le, Spider-Man, c'est un adolescent attardé qui fait mumuse avec une migale mutante, qui devient un homme araignée. Un homme araignée, donc, je rappelle, qui sécrète une soie gluante et fait peur aux femmes de ménage, un peu comme des SK. Alors, j'étais sur mon bureau, je me suis dit, avec quoi pourrais-tu croiser ton ADN? Malheureusement, il n'y avait que le papier, la feuille blanche devant moi. Je me suis dit, peut-être que tu pourrais croiser ton ADN avec cette feuille. Une mauvaise idée que je me suis dit. Finalement, après réflexion, je ne serais devenu qu'un homme origami, un paperboy, ou encore un homme marque-page. Ce qui est encore véritablement puissant, nous sommes d'accord. Et franchement, me battre pour les imprimantes, ce n'était pas mon destin, je le sentais. Je ne me voyais pas dire... ah bougre, tu n'entameras pas mon grammage. Non, je ne te laisserai pas activer le bourrage de papier. Ou encore, tu n'es pas à l'aise? Tu te fais un sang d'encre? Non. Je me suis souvenu alors que les héros sont aussi capables de revenir dans leur passé, dans leurs souvenirs. Le flashback. Seulement, je savais que je n'y parviendrais pas seul. Heureusement, j'avais récemment vu l'annonce sur arnaque.com de Bambadou Maradou Discount, établissant des contacts avec l'au-delà grâce au magnétisme contenu dans mon billet de 50 €. Je me suis donc rendu chez lui, puis tout est allé très vite. Il m'a offert un breuvage aussi dégoûtant que ce qu'on me sert en soirée. Et je n'ai pas eu le temps de lui dire « Voilà, j'ai une soutenance PCE » que je m'étais endormi. Plongé dans une autre dimension, j'ai rencontré mon ancêtre dans une vision. Théobald de la Copfinière, plus connu comme le créateur du rap voltairien. Ce dernier me conta ses aventures épiques au cours desquelles il livra un combat dantesque contre son pire ennemi, la comtesse de Batista. C'était en 1763. Le roi Patrice de la Houdaillère s'ennuie dans le royaume du pays. Les banquets de la cafétéria ne l'amusaient plus, et les commérages des cuisinières de la cantine non plus. Tous ces sujets qui captaient sans cesse commençaient à le lasser. Il en avait assez de tous ces pigeons qui lui mangeaient dans le creux de la main, de toutes ces dindes qui gloussaient sans arrêt et ne cessaient de grossir, des Lucas aux éoliennes.
ces filles qui ne pensaient qu'à ces bijoux de famille, de ces perroquets qui ne font répéter que leur ville flatterie. L'ambiance devenait de plus en plus lourde, alors que le roi voulait se sentir léger. Malheureusement, à l'époque, il n'avait pas Red Bull pour lui donner des ailes. Alors, sa plus proche conseillère, Gudrun Kiefer de la Schnapserie, eut alors une idée fabuleuse. Mon roi, créons des joutes verbales. Mais oui, il avait raison, tous ces gueux pouvaient se servir de leur grandiloquence pour servir l'intérêt de la langue française plutôt que de la salir. Alors, Théobald la Copinière fut mise au courant par ce concours et fut très vite intéressé. Oui, mais il savait que défendre ses idées dures comme fer allait être difficile contre des lèche-culs habitués à la langue de bois. Il savait que son but était de montrer qu'il avait une trempe d'acier face à ces contempteurs qui ne sont en réalité que des colosses aux pieds d'argile. Il voulait montrer qu'il était capable d'énoncer des arguments avec une clarté de cristal de roche, et c'est ce qu'il fit. Il allait monter sa bataille face à la vicomtesse de Battista, lorsque soudainement le décor fut chamboulé, un peu comme dans Inception. Son look changea, sa voix aussi, et j'entendis « Oh ouais, je fais gaffe, il est en train de se réveiller, dépêche-toi, ça va !» Je ne comprenais pas, trou noir. Quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que j'avais été drogué par le marabout, chose étrange, et que je n'avais plus rien sur moi si ce n'est mon caleçon. Quelle malchance! J'étais sur le point de découvrir la punchline finale de mon ancêtre. Me voilà bien déçu. Devant tant d'échecs, je ne savais plus quoi faire. Alors je me suis dit, peut-être que si je retrouve l'origine de ce mal, l'auteur de cette phrase, ce brigand de contrebande, je parviendrai peut-être à résoudre le problème. J'ai donc consulté Captain Google, qui me révéla l'identité de l'affreux Jojo. Il est Jacques Prévert. Oui, Jacques Prévert. Cet enfoiré qui vous faisait réciter en CE2 les sangolants des violons. N'a-t-il pas traumatisé quelqu'un d'entre vous ici? Ce bon point que vous n'avez pas eu de Madame Purin parce que vous n'avez pas su dire le dernier vers, c'est horrible. C'est un enfoiré. Prévert, je te retourne... Non. Toujours dans le mal de Prévert, je me suis demandé pourquoi veut-il tant de haine aux héros? Pourquoi dire que ce ne sont que des brigands, des faux culs, on va dire? Eh bien, j'ai découvert la vérité. En 1948, Prévert se la coulait douce en tant qu'ancien résistant, un schnaps à la main, mais peut-être qu'un jour, ayant trop abusé, il crut que sa médaille lui conférait d'autres pouvoirs que de passer en priorité à la queue de la poste, d'avoir sa baguette à 3 francs au lieu de 4, et il se décida à essayer de voler. Et oui, il traversa sa porte-fenêtre. Triste accident. Mais voilà, il comprit bien que Baudelaire avait beau dire et comparer le poète à l'albatros, et l'eau de la gravité était plus forte, et il s'était écrasé comme une merde. J'ai alors réalisé une chose importante, les amis. Quand j'ai vu ce qu'il s'est passé avec Prévert, les héros ne s'élèvent pas grâce à des mensonges sur l'existence. Au contraire, s'ils se dressent au-dessus des foules, c'est parce que leur vie a été marquée de hauts faits, de pics de bravoure, et que les gens aiment rappeler et célébrer leurs exploits. Regardez à Lémion, nous célébrons sa création et son créateur depuis des lustres. En témoignent ces magnifiques fêtes. Non, les héros ne sont pas de pure fiction, de pure banalité. Ils sont en fait le produit des rêves et des fantasmes du peuple. Prenez Superman. N'avez-vous jamais trouvé bizarre que l'on donne l'image de virilité et de surpuissance à un homme portant des bas XXL de chez H&M et un slip rouge? Parce qu'il y a autre chose derrière nos amis. Superman représente autre chose. Il représente en réalité l'homme qui assume pleinement sa double vie. D'un côté, un employé de PwC qui fait ses audits tranquillement le jour. De l'autre, Janine, la petite préférée de Michou, la folle du cabaret, qui se change dans la cabine téléphonique et va embrasser la vie. Oui. C'est ça, Superman. Et en réalité, je dirais même que tout l'univers de Marvel est centré autour de notre environnement politique. Regardez, le bouffon vert, Eva Joly ou José Bové, la chose, Marine Le Pen, et l'homme invisible, Jean-Marc Ayrault.